Dès la dernière ligne droite, l'OM va jouer 8 finales pour se maintenir à cette deuxième place. C'est l'objectif de tout le monde. Dans cette vidéo, la présentation de Reims-OM, l'avant-match complet avec la compo que je préconise, l'analyse de l'adversaire et un point aussi sur la conférence de presse de De Zerbi. Je vais bien sûr réagir au complément d'enquête d'hier sur Nasser, vous vous en doutez bien. Et on va évoquer un petit peu le prochain mercato parce que pendant cette trêve, il y a des noms qui ont circulé comme Pogba, Zambo-Anguissa, Laporte, des nouvelles informations sur ces dossiers-là. Donc on va les évoquer bien sûr, tout comme un potentiel départ de Balerdi. Je donnerai mon point de vue et également réagir aux informations qui sont sorties, comme chaque année, à ce moment de la saison, sur la grille salariale de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'elle est vraiment cohérente? Et enfin, on va également parler de ce sprint final en fin de vidéo. Merci à ceux qui mettent un petit pouce pour le soutien. Très content de vous revoir la team OM. Et on est parti. Comme d'habitude, pour débuter mon pronostic, je suis partenaire avec Unibet. Si vous passez par le lien qui est en description en vous inscrivant, vous avez votre premier pari qui est remboursé en free bet si jamais il est perdant. Jusqu'à 100 € de mise. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à en profiter. Pour les majeurs, et faites-le en fonction de vos moyens financiers, soyez raisonnables. Je vous mets à l'écran les formules qui me paraissent les plus intéressantes. Quand on visualise un peu ça, la cote de l'OM avec victoire au moins 2 buts d'écart contre une équipe en grande difficulté. On sait que Greenwood sera titulaire, De Zerbi vient de l'annoncer. Et je pense qu'il aura à cœur enfin de réagir après un mois très compliqué. On sait qu'il a repris l'entraînement un peu plus tôt que tout le monde. Son but est coté à 2,39. Voilà, pour ceux que ça intéresse. En tout cas, c'est mon pronostic personnellement sur ce match. La compo que je mettrai. Déjà un point sur les joueurs disponibles. Il y a eu des bonnes nouvelles ces derniers jours avec le retour de Murillo dans le groupe. Il a déjà participé à plusieurs entraînements collectifs. Et d'après De Zerbi, il est prêt et pourrait débuter dans le 11 de départ. Tout comme Rabiot et Benasser, qui sont prêts, qui sont aptes. La rechute de Luis Felipe, qui s'est pété. Lésion musculaire, donc catastrophe pour l'instant ce joueur. On est presque à 3 mois de compétition. Il a joué un match titulaire. Heureusement qu'il a un contrat très court d'1 an et demi à cette date. Et que c'était un pari. Mais bon, c'est un secteur, la défense, où malheureusement on s'est beaucoup manqué depuis 1 an. On aurait dû se renforcer avec un joueur plus fiable cet hiver. On ne l'a pas fait. C'est comme ça. Et Greenwood sera titulaire, c'est De Zerbi qui l'a annoncé publiquement, je pense qu'il a apprécié les efforts du joueur pendant la trêve, qui a repris un peu plus tôt que les autres. Il a reconnu qu'il était moins bien et que c'était peut-être un peu psychologique parce qu'il a eu un enfant, vous le savez, son deuxième, et que ça peut peser dans la tête d'un joueur, dans la tête d'un humain tout simplement. Alors en fonction de toutes ces choses-là, avec Harit aussi qui est forfait, on sait de toute façon que c'est fini l'aventure avec l'OM et qui partira cet été. Vous savez, j'aimerais qu'on passe en 4-3-3 sur le moyen à long terme. Mais apparemment, on va garder le même dispositif demain. Donc dans cette logique-là, je mets dans l'axe Murillo, Balerdi, Kondogbia. Sur les côtés, Merlin et Luis Enrique. Je fais reposer Dedic, qui a enchaîné 2 matchs titulaires en sélection pendant 90 minutes, les 2 rencontres. Et je mets Merlin titulaire. Je pense que c'est justifié, ça peut se comprendre. Puisqu'il y a du mieux avec l'OM ces derniers matchs. C'était souligné même par De Zerbi. Il y a un petit peu du progrès. Et qu'avec l'équipe de France Espoir, il a mis un superbe but. Donc il peut avoir un peu plus de confiance. Voilà. Je pense que demain, c'est un moment pour mettre Merlin dans le 11 de départ d'entrée et faire un peu souffler Dedic qui revient d'une trêve qui a été assez fatigante. Au milieu de terrain, la doublette Benasser et Rongier, puisque oui, Højbjerg est forfait. Je me disais bien que j'avais oublié quelqu'un d'important. Malheureusement, il ne sera pas là. Bon, il sera de retour peut-être contre Toulouse la semaine suivante. Et devant, Rabiot, Greenwood, avec Gouiri en pointe. Gouiri aussi qui a enchaîné 2 matchs titulaires en sélection. Bon, c'est aussi le cas de Kondogbia, de Cornelius. Mais bon, on a besoin de lui en pointe demain. Et est-ce qu'on doit impérativement faire tourner pour des joueurs qui ont joué très très peu tous les 3 jours cette saison? Je ne pense pas. De Zerbi, il a un peu mis l'accent là-dessus en disant que j'aurais peut-être besoin de faire souffler certains joueurs. Je pense qu'il ne faut pas exagérer non plus, même si ça peut être fatigant, une trêve avec les voyages, tout ça, les enjeux qui sont différents des clubs. Par contre, je suis d'accord avec lui sur le fait de ne pas prendre de risques avec des joueurs qui sont peut-être pas à 100%, comme Benasser par exemple. On sait qu'on a peur d'une éventuelle rechute. Donc il y a une question, une réflexion à se poser par rapport à ça. L'analyse de Reims, une équipe qui va très mal. Ils n'ont pas gagné depuis 15 matchs en Ligue 1. Ils n'ont pas marqué un seul but sur les 6 derniers matchs du championnat de France. C'est incroyable. Et c'est la 17e équipe à domicile de Ligue 1. Ils ont gagné seulement 2 fois à la maison. Donc ils sont avant-derniers à la maison en championnat. Leur style de jeu,
Évidemment, c'est une équipe qui va nous attendre, qui joue bloc bas, qui joue dans sa moitié de terrain et qui va essayer d'allonger des longs ballons pour son trio offensif, composé de joueurs quand même intéressants, notamment les ailiers, Ito, Nakaruma. En pointe, il y a Diakité, l'Ivoirien, que j'ai commenté d'ailleurs cette semaine. Sinon, sur le papier, hein, défensivement et au milieu de terrain, c'est vrai que c'est une équipe assez faiblarde, qui a la pression, qui est à la lutte pour le maintien. Alors, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour nous? Pas plus que ça, parce que ça va tellement mal chez eux que vraiment ils sont au fond du trou et qu'on a l'occasion demain de les enterrer encore plus si on se rend le match facile. En marquant très très tôt, hein, ça serait l'entame idéale. Les joueurs les plus intéressants de leur côté, les deux ailiers, Ito et Nakaruma, des joueurs percutants, des bons dribbleurs qui nous ont fait mal d'ailleurs au match aller, et puis même les années précédentes. Surtout l'an dernier, le OM Reims sous Marcelino, où Reims avait même dominé le match, faut être honnête. Le bilan, l'historique lors des Reims OM, il est assez équilibré, hein. Tantôt on s'incline, tantôt on gagne là-bas. Et il y a un atout aussi qu'on a chez eux, c'est le parquage, qui est très grand, qui est très massif. Et c'est un club qui n'est pas très supporté par ses locaux, faut être honnête. Même quand c'est pas l'OM, il y a beaucoup de supporters visiteurs qui se font entendre dans les tribunes latérales. Alors quand c'est l'OM, le stade est à 90% supporters marseillais, encore plus quand ça va mal de leur côté. Donc l'ambiance sera totalement olympienne demain au stade, et vous le verrez d'ailleurs sur les buts. La conférence de presse a été calme, normale, classique. Je vais quand même ressortir une déclaration de De Zerbi sur l'effectif. Il a reconnu qu'il n'avait pas assez de joueurs percutants, de dribbles, et qu'on était une des dernières équipes au niveau des dribbles tentés, justement. C'est aussi dû à ses choix. Parce que par exemple, un joueur comme Jonathan Rowe n'est pas à utiliser. Il apprécie très très peu, on le sait. Et quand il met des créateurs, comme notamment Rabiot, un peu plus haut, ou des joueurs pas à leur poste, alors qu'en créateur, on a besoin d'un Harit, d'un Rowe, d'un Greenwood. Il aurait pu aussi recruter au mercato d'hiver ou cet été un peu plus de joueurs de percussion, ou du moins jouer différemment aussi, du point de vue tactique, pour mettre sur les côtés deux vrais ailiers de couloir, de percussion comme Rowe et Greenwood par exemple. C'est pas si étonnant que ça d'un côté. Mais j'ai l'impression aussi que c'est une volonté de sa part par rapport au fait de garder le ballon un maximum. On va pas revenir sur l'aspect technique de la manière dont on joue cette année. On verra au prochain mercato, mais c'est peut-être un signal pour cet été qu'on va recruter quelques joueurs de percussion de rupture. Le reportage hier soir sur le fameux Nasser, aux méthodes très contestables, voire même dégueulasses, on va dire les termes. On le savait, la plupart des choses, mais c'est pas parce qu'on le savait qu'il faut normaliser tout ça. Non, il y a une bonne partie des Parisiens qui nous répètent de longue ce qui s'est passé avec Tapi il y a 30 ans, et nous, on devrait se taire sur ce qui se passe actuellement dans le championnat de France, avec un Nasser qui commandite beaucoup de choses, qui a plusieurs casquettes, président du PSG, de beIN Sport, qui siège à l'UEFA, voire même à la FIFA, qui a une influence incroyable avec un club financièrement qui est largement devant tous les autres, comme ça s'est jamais vu dans le championnat de France. Ce qu'on appelle un peu de la concurrence déloyale. Et en plus, avec des méthodes plus que sulfureuses. Tout ça, ça a été démontré hier. Tentative de kidnapping, la pression exercée sur les autres présidents de Ligue 1. Quand le président de Lens s'est exprimé et a proposé une offre très intéressante pour les consommateurs, c'est-à-dire nous, les auditeurs, à 20 € par mois, tout sur DAZN. Comme ça, tout le monde est content. Non, Nasser, il pense pas aux consommateurs. Il n'y a rien à foutre. On les fait payer 40 balles. Ce qui nous intéresse, c'est le cash à court terme et les 100 millions de beIN Sport en plus que les 20 clubs vont se répartir. Voilà, un petit peu la mentalité. Ça, je pense que les supporters du PSG qui se plaignent des 40 € de DAZN, ils n'ont rien à dire par rapport à la mentalité de Nasser. Et d'ailleurs, je vais commencer par ça. Il est défendu, Nasser, par la plupart des supporters parisiens actuellement. Mais on n'est pas des fous, on n'est pas des cons. Ne vous y détrompez pas. Pendant des années, Nasser a été critiqué par les supporters parisiens. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on appelle? C'est de l'hypocrisie. C'est parce que les autres clubs, les autres communautés se lient contre lui que vous le défendez, en fait. Donc, est-ce que vous êtes crédible de ce point de vue-là? Non. Je fais une petite parenthèse sur Christophe Galtier. J'ai toujours répété que jamais je voulais le voir entraîneur de l'OM à l'avenir. Je sais qu'il y a une partie des Marseillais qui seraient prêts à accepter l'impensable, à le pardonner. C'est comme si les Parisiens pardonneraient Rabiot, tiens, par exemple. Rabiot, il revient au PSG dans quelques années. Bah tiens, pourquoi pas, tiens. Les gars, jamais Galette n'entraînera l'Olympique de Marseille. Jamais de la vie. Même à l'OM, il dirait du bien du PSG en conférence de presse. Hier, il a intervenu en disant du bien du PSG, que ça a développé la Ligue 1, etc. Et le pire, c'est qu'il n'est pas payé par Nasser. C'est qu'il le pense. Il le pense vraiment. Dans toutes ses interventions à Canal, un Marseillais, un pur Marseillais comme lui, qui se comporte comme ça, il y a des limites. Même les autres qui
Villas-Boas, les deux Zerbi, qui sont pas marseillais. Ils dénoncent un petit peu le Paris Saint-Germain et tout ce qui va avec, ce monopole qu'ils ont dans le championnat de France. Et tu as des purs marseillais comme Galtier qui font tout l'inverse pour faire bien, pour faire soi-disant les mecs objectifs. Et c'est pas le seul, hein. Dans le grand public, comme personnalité connue, mais j'ai pas envie de citer de nom, c'est pas trop l'objet de la vidéo. Donc un peu de fierté, un peu d'honneur, un peu d'orgueil. Aucun supporter de l'OM qui se respecte voudra de Galtier à l'avenir. Okay, même si c'est, admettons, un bon coach, faut pas déconner les gars, au bout d'un moment. Non, Galtier, et je parle même pas de son passage au PSG uniquement, hein. Ce qui s'est passé à Nice, ses provocations quand il venait au Vélodrome, à chaque fois il veut se battre avec les supporters de Jean Bouin. Jamais un entraîneur adverse se comporte comme ça. Mais lui, parce qu'il est Marseillais, il se croit tout permis. Galtier, tu n'es pas Marseillais, jamais tu le seras. C'est pas le tout d'être né à Marseille, il faut avoir l'esprit marseillais un minimum. Donc voilà, Galtier, écœurant encore une fois, qui est venu pour passer un petit peu la brosse au père Nasser. On a vu dans ce reportage, ça a été prouvé, démontré, certains comptes influents du PSG, fut un temps, mais ça existe encore aujourd'hui, j'en suis persuadé, ces fameuses armées numériques, c'est-à-dire installées par le club pour critiquer, salir tel ou tel joueur ou défendre tel ou tel joueur. On peut se poser la question, hein, si ça existe aussi sur YouTube, si certains Parisiens qui m'ont écrit ne font pas partie de cette armée numérique. Vous savez que j'ai fait le tri, hein, de mes abonnés parisiens. Il y en a beaucoup que j'ai bloqués. Enfin, ceux qui étaient incorrects. Hein, le reste, je les respecte encore plus que les autres même. Et je leur dis bravo de m'écouter malgré mon côté supporter de l'OM à fond. Parce que je défends mon club et ma paroisse. Donc ça aussi, c'était pas qu'une simple rumeur. Riolo avait raison là-dessus. Ces fameuses armées numériques installées par Nasser. On parle quand même dans ce reportage de menaces, de tentatives de meurtre, de kidnapping. Et beaucoup de Parisiens vont retenir la déclaration de la mère Rabiot, là, qu'on peut estimer maladroite ou pas, peu importe. Mais par contre, ils vont jamais s'exprimer sur le reste. Certains vont te dire ça se passe dans tous les clubs. Non, 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 non. Non, non, c'est les méthodes sulfureuses qu'il y a du côté de QSI, de Nasser. Et ça fait une décennie qu'on le sait, que certaines personnes, enfin que la plupart des gens le savent quand même. Et certains, trop peu, le disent haut et fort. Parce qu'ils s'inspirent la crainte, la peur. Et on l'a vu hein, d'ailleurs dans cette réunion de présidents. L'influence, le pouvoir qu'a Nasser. Et justement, ça c'est une bonne question. Nasser a trop de pouvoir. J'ai dit tout à l'heure, toutes les casquettes qu'il a dans les instances, dans le championnat de France, parce qu'il a le chéquier, donc il en impose plus que les autres. Et cette différence financière qu'il y a entre un club et les autres, si l'OM est racheté demain par l'Arabie Saoudite, l'OM sera à armes égales avec le PSG. On ne sera pas seul contre tous, donc les Parisiens n'auront rien à dire. Je comprendrais les autres clubs si jamais l'OM est racheté par les Saoudiens et qu'on serait seul tout en haut et les autres tout en bas. Je comprendrais les Lyonnais, Parisiens, Monégasques qui seraient écœurés, dégoûtés par ça. Parce que c'est nous les concernés. C'est pas les Brest, le Havre, le Reims, ils s'en foutent de ça. Eux, au contraire, ça permet peut-être de leur apporter un peu plus d'argent. Et encore, parce que les droits de TV, ils font que baisser. Ça aussi, c'est un argument qui est très contestable. Mais c'est les supporters marseillais, lyonnais, monégasques qui se plaignent de longue. Et nous, encore plus, parce qu'on est plus nombreux que les autres comme communauté de supporters. L'OM est un club hyper populaire, donc c'est logique qu'on entende les supporters de l'OM plus que les autres. Et encore plus parce que le PSG est notre rival numéro 1. Voilà. Après, les supporters parisiens, pour la plupart, évidemment, pour eux, ils vont jamais parler de concurrence déloyale. Tout est logique, tout est normal. Objectivité, nul. Mais ça, on a l'habitude et d'un côté, c'est presque humain. Voilà. Mais comment recevoir leurs arguments, sincèrement? Sinon, les amis, regardez un petit peu la grille salariale qui est sortie. Donc, sans surprise, dans le top 10 en Ligue 1, on voit des joueurs du Paris Saint-Germain. Donc oui, Paris écrase le championnat d'un point de vue budget. Et ça, c'est quelque chose, même De Zerbi l'a dit encore tout à l'heure, hein, on ne peut pas parler de classico. Jamais vu un jour un classico aussi déséquilibré sur le papier. Et quand on me dit le PSG bosse bien, alors en ce moment c'est le cas, mais encore heureux, en 13 ans de projet, c'est normal d'avoir quelques équipes sous QSI qui jouent bien au ballon, avec autant d'argent investi. De temps en temps, je dis bien, c'est logique. Les gars, encore heureux, c'est à la portée de tout le monde. Rien d'extraordinaire à ça. À l'époque du grand OM, il n'y avait pas 600 millions, 500 millions d'écart entre les clubs. D'accord ? Tu avais un très grand Bordeaux, très grand Monaco, Auxerre, un très très bon PSG aussi, hein, qui avait beaucoup d'argent avec Canal+. On parlait de 10, 15 millions d'écart. Petit message pour les supporters de l'OM, parce que nous, des fois, on tend le bâton. Mais c'est involontaire, parce que ça fait partie de notre nature. Quand beaucoup disent, on va jouer le titre en début de saison, on va titiller le PSG, d'un côté, c'est normal qu'ils nous chambrent. Même si nous, après, on leur répond, c'est normal, avec autant de différence, autant d'argent
de chaque côté de disparité financière. Voilà. Mais il y a aussi un clan de supporters de l'OM qui dit on va jouer le titre malgré tout. Donc ces gens-là, ils méritent de se faire chambrer. Voilà. La réalité des choses, c'est que l'OM ne peut pas jouer le titre sur une saison entière. Je suis désolé, je suis navré. C'est frustrant, c'est agaçant pour le plus grand club français. Tout ce qu'on veut, c'est injuste. Voilà. Mais c'est la réalité des choses. Alors je sais que ça aussi, les Parisiens, ils vont pas aimer ce que je dis. Hein, parce que eux, quand on dit on joue le titre, ça leur va pas. Et quand on dit c'est impossible d'être champion, ça leur va pas non plus. Donc je sais pas ce qu'ils veulent. On se comprend pas de toute façon. Et petit message aux Parisiens qui profitent de propos de certains Marseillais qui s'enflamment vite, qu'on va jouer le titre, etc. Tandis que ces Parisiens-là, ils nous répètent on n'est pas dans la même cour, machin. Par contre, quand ils battent l'OM, ils célèbrent comme des fous, ils chambrent comme des fous, et ils disent on est trop nuls, etc. Faut savoir, soyez logique, soyez cohérent. Vous aussi, hein, vous aimez bien taper sur une bête blessée. Hein. Vous aimez bien faire l'effort comme ça contre les plus petits, comme vous dites. Si tu bats un plus petit, ne te la pète pas autant. Ne fais pas les gros bras. Parce que toi, quand tu vas sortir en Ligue des Champions, ça va être la débandade. Voilà. Voilà pourquoi on se permet de vous chambrer en Ligue des Champions. Déjà parce qu'on est le seul tenant du titre. Eh oui, encore heureux. De deux, question de rivalité. Et de trois, parce que c'est logique. Vous vous gênez pas quand vous battez un plus petit que vous. L'Olympique de Marseille, financièrement, je parle. Parce qu'on n'est pas dans la même cour. Je suis d'accord avec vous. Donc à nous de faire pareil quand vous sortez même contre le Real ou le Barça ou le Bayern Munich. Voilà. Et écoutez le passage où Nasser répond au président de Lens, encore une fois. Parce que le président lensois, il se met à la place des consommateurs, 20 € par mois, avec tous les matchs sur DAZN. Et écoutez ce que répond Nasser en retour. Non, il pense à son intérêt, à Bein Sport, qui doit rentrer dans la danse, dans la partie, parce que ça s'appelle un conflit d'intérêts. Il pense au cash à court terme pour les clubs, les 100 millions en plus. Mais il faut voir plus loin que ça. Il faut penser aux auditeurs, et les supporters du PSG ont été scandalisés par le prix de 40 € par mois en début de saison sur DAZN. Et bien ça, c'est à cause de Tonton Nasser, notamment. Eh oui, voilà. Mais ça, on n'entendra personne réagir là-dessus. Ensuite, les amis, on a entendu une nouvelle information, comme quoi QSI est en passe de racheter Malaga. Alors, c'est pas une première, on sait qu'ils détiennent des parts du club de Braga. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que beaucoup de Parisiens reprochent à Lyon la multipropriété. On est dans quoi, là? Déjà qu'un État comme le Qatar a investi dans le foot, s'il commence à droite à gauche à faire de la multipropriété, parce que c'est la définition pure, nette et précise, hein, pour moi, le Qatar et le foot français, ça va continuer pendant des années. Parce que les intérêts politiques sont énormes. Vous savez qu'entre la France et le Qatar, il y a des promesses d'investissement, on parle de milliards, hein, pendant 3-4 années. Il y a trop d'intérêts géopolitiques entre la France et le Qatar. Et je précise que le foot, c'est pas la priorité des Qataris en France. C'est un prétexte. Ils ont plein de business implantés dans le pays déjà. Une des choses qui pourrait faire bouger les choses à l'avenir, c'est un changement de gouvernement total hein, au niveau du pays, avec une politique étrangère différente. Et vous savez comment ça se passe dans la vie politique et même ailleurs. Hein, des relations peuvent évoluer. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait un changement total. Voilà, de gouvernement. Et là, éventuellement, je dis bien, et encore éventuellement, parce que on n'oublie pas quand même que c'est Sarkozy qui a amené les Qataris en 2011 en tant que grand supporter du Paris Saint-Germain. Bon les amis, on va passer à la suite. On va évoquer quelques dossiers mercato. Vous allez me dire, Raph, c'est un peu tôt, mais pas tant que ça. On est déjà début avril, quasiment. Le mercato, il ouvre dans 2 mois. Ça passe très très vite. Et la rumeur Laporte est revenue sur le devant de la scène. Foot Mercato et le journaliste Sébastien Nonda nous dit qu'il est une priorité de l'OM. On sait que Benassia s'est un peu renseigné, a discuté avec lui cet hiver, que le joueur est intéressé. Par contre, il y a la concurrence sur le dossier. Laporte associé à Balerdis, franchement, ça serait un duo parfait, complémentaire. Évidemment, qu'en retrouvant la Ligue des Champions, on aura besoin de ce type de joueurs, notamment dans le secteur défensif, au manque d'expérience et au manque de qualité surtout. Mais le salaire sera pas donné et surtout, il y a la concurrence. Mais écoutez, l'OM a réussi à convaincre des joueurs un peu plus importants comme Rabiot, Greenwood, Benasser, Højbjerg par rapport à Laporte. Pour moi, c'est pas un cran au-dessus d'un point de vue du standing, de l'aura, de la réputation. Donc Laporte, on peut se permettre d'y croire, surtout si l'OM joue la Ligue des Champions, avec ce que nous ont montré les dirigeants ces dernières années sur des dossiers, et des gros dossiers, hein, comme Rabiot et autres. Un autre dossier, où là on monte d'un cran encore, c'est Pogba. Longoria, il a fait une interview il y a quelques jours, d'ailleurs je vais en parler tout à l'heure, où il a dit, c'est vrai qu'on a réfléchi sur Pogba. Mais je pense que la sanction qui est allée jusqu'à fin mars, d'après ses propos, hein, a fait que ils ont hésité, mais ils se sont dit c'est pas la peine parce que ça peut déséquilibrer le vestiaire encore une fois. Il aura un énorme salaire.
Il sera prêt quand? Il sera prêt au mois d'avril, mai et encore. Et d'après ce qu'on comprend un petit peu, dans quelques semaines, ils auront encore une réflexion sur le cas Pogba. Est-ce que ça vaut le coup de foncer là-dessus pour la saison prochaine? Moi, je suis partagé sur Pogba. Honnêtement, je suis très hésitant. Pourquoi pas, mais c'est un risque quand même, parce qu'on ne sait pas s'il va retrouver un très bon niveau. Il va peut-être encore se reblesser. Et ça va être un salaire énorme. Et un joueur particulier à gérer également. Un autre joueur au même poste que Pogba, Zambo Anguissa, d'après un média Napoli. L'OM aurait sondé le joueur, parce qu'il est en fin de contrat avec Naples. Donc ça, c'est une bonne opportunité, les joueurs libres. Il n'a que 29 ans. Il n'est pas si vieux que ça. Et on sait qu'il a énormément progressé depuis son passage chez nous en 2018. D'ailleurs, on garde des bons souvenirs de lui. Avec sa doublette avec Luis Gustavo. L'année, on va en finale d'Europa League. Il est passé par la Première Ligue. Il est à Naples depuis plusieurs saisons. C'est un joueur important du championnat italien. Très important en Afrique, un des meilleurs à son poste. C'est un oui pour Zambo. Même si on a déjà beaucoup de qualité à ce poste. Je sais, Hubert, Benasser, Rongier, Rabiot. Je pense qu'on va passer en 4-3-3 l'an prochain. Bon, ça sera lui ou Pogba, par exemple, ou voire un autre. Mais Zambo, il y a un peu plus de fiabilité, parce qu'on sait qu'il est en pleine force de l'âge, il a des performances encore régulières, il connaît le club, il connaît la maison. Ça serait un peu moins coûteux, il arriverait libre encore une fois. Donc moi, ça m'intéresse, même si je suis le premier à dire qu'il faut se renforcer dans le secteur défensif avant tout. Après, je me doute, il y aura aussi de la concurrence sur ce dossier, mais ça me paraît pas infaisable, pas impossible. Zambo, il connaît le club. Il peut avoir sa préférence pour nous, clairement. Donc, à suivre. L'OM suivait cet été Moïse Kean et Matteo Retegui. Deux profils très intéressants. J'aurais préféré avoir Kean cet été que Eli Wahi, par exemple. Bon, ça, c'est l'histoire ancienne. C'est RMC qui nous l'apprend, l'after. Après, on ne sait pas s'il y avait des discussions sérieuses, des discussions avancées, ou c'était un simple intérêt. On n'a pas la réponse non plus. Concernant la grille salariale qui est sortie cette semaine, l'OM reste la deuxième masse salariale du championnat de France, légèrement devant les autres, mais elle a diminué par rapport à la saison précédente. On voit d'ailleurs dans cette grille la différence qu'il y a. Je trouve qu'elle est plutôt bien gérée cette année. Il y a quand même 2-3 cas un peu délicats comme Kondogbia et Harit qui ont un salaire trop important. Les deux, ça représente 725 000 € mensuels. Kondogbia et Harit, je répète, qui n'ont pas une grande utilité dans l'équipe. Kondogbia est titulaire la plupart du temps, mais c'est par défaut. Par rapport au sprint final, on peut voir au classement que ça s'est bien resserré entre la 2e et 6e place. En même temps, c'est logique, c'est mérité. On a perdu 3 matchs sur les 4 derniers. Et je trouve qu'on a encore la chance de ne pas avoir de gros concurrents cette année qui est régulier. Et c'est même ce qui me fait penser les trous d'air de nos concurrents, que l'OM va finir 2e cette saison. Franchement, je pense qu'on est les plus réguliers au final sur la saison, dans son ensemble. Donc je ne suis pas inquiet tant que ça quant à notre place sur le podium, malgré les difficultés qu'on rencontre parfois dans le jeu, malgré certaines choses qui ne me plaisent pas, notamment dans la tactique, le dispositif, certaines consignes. Mais ça doit nous permettre quand même aussi le calendrier de finir 2e, parce que à part le déplacement à Monaco et à Lille, on a pas mal de matchs abordables. Par exemple, on va affronter Montpellier qui est déjà quasiment en Ligue 2, donc ça peut faire 3 points cadeaux. Demain, ça doit être un match abordable, même s'il y a une petite méfiance par rapport au retour de trêve internationale, avec des joueurs fatigués et moussés. Mais bon, si on en arrive là à être inquiet pour Reims-OM contre une équipe qui n'a pas gagné depuis 15 matchs en Ligue 1 par rapport à ça, c'est inquiétant. Et qu'est-ce qu'on va penser l'année prochaine? Je vais réagir sur les rumeurs de départ de Balerdi. Une source italienne, la Gazzetta, a dit que l'OM était déjà d'accord avec l'AS Roma, tout comme le joueur, et qui partira cet été pour 20 millions d'euros. Ça a été démenti par RMC Sport, qui annonce que le club réclame au moins 40 millions d'euros pour un départ éventuel de Balerdi. Vous savez que je défends souvent ce joueur, et que dans un projet qu'on va essayer d'installer sur 3 ans, on a besoin déjà de garder nos meilleurs éléments, ce qui constitue un peu la colonne vertébrale de l'équipe, avec Rulli dans les buts, Balerdi derrière, au milieu de terrain, Thierry Heuberg, voilà quoi. Et un départ de Balerdi, sauf offre irréfusable, je dis non. Qu'est-ce que c'est une offre irréfusable? Bah déjà, 40 millions d'euros, ça fait beaucoup. 40 millions d'euros, tu peux faire beaucoup de choses avec cet argent, même s'il ne faudra pas se tromper derrière. Et que je sais qu'un club, comme l'OM notamment, qui n'a pas des fonds illimités, doit savoir vendre au bon moment. Parce que peut-être Balerdi n'aura plus jamais de propositions comme ça. Mais il y a une envie de la part des dirigeants de construire quelque chose, non pas dans cette politique business, tout ça, mais d'avoir la meilleure équipe possible. Balerdi est important dans le système de Zerbi parce que c'est un bon défenseur et surtout un super relanceur. Par exemple, il serait associé à Saliba, on se régalerait.
Mais il faudrait trouver d'autres relanceurs comme Aymeric Laporte, qui a cette qualité dans la relance avec son pied gauche. Ce serait super. Et je sais que le coach voudra le garder. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose de très mal perçu pour De Zerbi, parce qu'on sait qu'il a son caractère et lui, il veut décider de certaines choses dans le mercato. Hein. Surtout garder ses meilleurs éléments. On l'a vu cette année, hein, il a piqué parfois, il a mis quelques coups de pression, il a ses colères, De Zerbi. C'est un homme de caractère de poigne. Je vais réagir aussi aux propos de Molina qui dit que l'OM a du souci à se faire d'un point de vue financier. Alors, Molina, c'est quelqu'un à qui je fais confiance en général. Moi, je ne m'affole pas si à la qualif en Ligue des Champions cet été. Sinon, je pense en effet, on va vendre la moitié de notre effectif, hein, quasiment. Ça peut être très problématique. Donc ça, c'est pour répondre aux supporters qui pensent que pour une première saison, aller en Europa League, c'est pas si mal, machin. C'est ce qu'on se disait, hein, certains au mois d'août. Hein. Ouais, 4e, 5e, c'est déjà pas trop mal. Non, d'un point de vue financier, on a l'obligation d'être sur le podium si on veut garder nos meilleurs éléments. Voilà. Longoria a donné une interview cette semaine, j'en ai rapidement parlé tout à l'heure, ses propos sur Pogba. Il a aussi réagi à sa colère qu'on a vue hein, après le match contre Auxerre et il a dit que ça a été alimenté parce qu'il a appris sur l'opérateur VAR, là, supporter du PSG. Il a demandé des explications à la Ligue et en gros, on s'est un peu foutu de sa gueule. Donc c'est pour ça qu'il est arrivé à Auxerre en pétard, en colère, en furie, en plus de tous les problèmes d'arbitrage qu'a connu l'OM juste avant ça. Hein. Et de Jérémy Stina qui a été nominé pour arbitrer le match alors qu'il était en conflit et qu'il est toujours en conflit, en procédure avec Benassia. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo les amis. N'hésitez pas à la liker encore une fois. Je serai en live demain soir pour vous commenter le match, demain après-midi plutôt. N'hésitez pas à passer. Ça va me faire plaisir de vous retrouver. La Team OM, là on rigole plus, hein. C'est 8 matchs et 8 finales. C'est la course pour la deuxième place. De la 2e à la 6e entre Lyon, Nice, Lille, Monaco et l'OM. On regardera aussi un petit peu nos concurrents directs. Hein. Il y a moyen que je commande d'autres matchs pour cette fin de saison de Ligue 1 qui nous concerne. Donc je vous invite à venir demain pour l'avant-match, pour le match. Merci pour votre soutien encore une fois. Ceux qui veulent parier, n'hésitez pas à passer par mon lien sur Unibet. Déjà, ça soutient la chaîne, je ne le cache pas. Et vous avez votre premier pari qui est remboursé si jamais il est perdant en free bet jusqu'à 100 € de mise maximum. Voilà. Et n'oubliez pas que parier, c'est pour les majeurs uniquement. Je répète mon pronostic, victoire de l'OM par au moins 2 buts d'écart avec un but de Greenwood qui ira demain, j'en ai la certitude. On l'a vu, on l'a su pendant la trêve internationale, envie de faire un gros match. La cote est à 2,39, je répète. Allez l'OM, prenez soin de vous et merci pour votre soutien, votre fidélité. À très vite.